Il est 22 h ce samedi soir à Lyon. Comme chaque week-end, les sirènes de pompiers bercent la nuit de la métropole. Tous les appels d'urgence au numéro 18 atterrissent ici, 24 h sur 24. Quel âge cette personne? Le centre de traitement des alertes en reçoit près de 500 000 par an. Et ce soir, un appel va mobiliser plusieurs casernes. Les pompiers, j'écoute. Oui, bonjour, il y a un incendie au 16 rue Tavernier dans le 8e, au 3e étage. C'est quoi qui brûle? Je sais pas, c'est au balcon, monsieur. Moi, je vais monter dans la... Je vais sonner aux interphones pour faire sortir les gens. Ça s'enflamme sur le balcon. Bah ouais, il y a des flammes, monsieur, ça s'enflamme. Monsieur? L'homme ne répond plus, l'alerte est lancée. C'est le lieutenant Michael Catoire, 32 ans, qui va diriger l'intervention. Il sait qu'un feu dans un immeuble, en pleine nuit, peut piéger les occupants dans leur sommeil. Les fumées continuent à les faire dormir et malheureusement ça les intoxique. Ils n'ont pas la chance d'être réveillés, les gens ils périssent. Pour Michael, depuis 15 ans à Lyon et la vingtaine de pompiers de son équipe, pas une seconde à perdre. Plusieurs camions, une grande échelle, mais aussi un véhicule de secours d'urgence. Le feu s'est déclaré dans une barre d'immeubles, abritant une centaine d'habitants. Le cauchemar des pompiers. Sur le trajet, les informations se précisent pour le lieutenant et elles ne sont pas rassurantes. Il y aurait des personnes dans les fumées au niveau du 6e étage, alors que l'info qu'on a, nous, c'est qu'on a un feu au 3e. Donc déjà, les fumeurs ils sont en train de créer un peu la panique dans l'immeuble. À moins de 10 minutes de route, un quartier du 8e arrondissement au sud de la ville. Arrivés sur place, voilà ce que les pompiers découvrent. Le feu parti d'un balcon au 3e menace déjà les étages supérieurs. Michael fait déployer la grande échelle. Ce qui est compliqué, c'est l'étage supérieur direct en fait, où là les fumées remontent assez rapidement étant donné que le feu il est sur le balcon. Les fumées sont aussi dangereuses que les flammes. Le voisin, qui a appelé le 18, a aussi donné l'alerte à tous les étages. Les habitants sont descendus dans la rue. J'entendais crier, j'avais ça devant moi, je suis comme ça. En fait, on nous a réveillés, on dormait, on nous a réveillés, et voilà. Le lieutenant doit gérer une double urgence. On va monter déjà voir où ça en est dedans. D'abord, envoyer une équipe pour éteindre les flammes. Ensuite, recenser au plus vite les habitants piégés dans les étages. Ouais. Il y a une personne qui vient de me dire qu'il y a une personne sur des murs au 3e étage. Alors je sais pas si les bidons de m'engager, ils ont une info. Ouais, mais attends, je vais aller voir du coup. C'est une course contre la montre. Il faut frapper à toutes les portes. Car le réflexe en cas d'incendie, c'est souvent de se calfeutrer pour éviter l'asphyxie. Heureusement, ce soir, tout le monde a déjà évacué l'immeuble. On a 4, 5, 6 en fumée. 7, 8 pour l'instant c'est propre. L'incendie est vite maîtrisé. Derrière cette porte, 2 pompiers ont éteint le feu en à peine 10 minutes. Ouais, c'est sur le balcon, là il a tout éteint. On a tout ouvert à l'intérieur. Il n'y a pas beaucoup de fumée, ça va partir en pas longtemps. À l'intérieur, il n'y a rien. On a coupé le gaz de la chaudière et de la plaque de cuisson. Ouais. Voilà. Tout danger est écarté. Le lieutenant Catoire peut constater les dégâts. Là on peut voir, donc là c'est les vitres qui ont cédé sous la chaleur. Là on peut voir les morceaux de plastique qui ont commencé à fondre. Au niveau de machine à laver aussi, là l'extérieur de la machine à laver on voit que ça a fondu. Un appartement en flammes peut atteindre 600 degrés en quelques minutes. Selon Michael, on a frôlé de peu la catastrophe. Au niveau salon, il y a une vitre qui a commencé à céder en fait. Du coup, un canapé en dessous, des morceaux de plastique qui tombent sur le canapé, derrière ça fait effet domino, un canapé c'est hyper fumigène. Donc voilà, l'appartement, il s'est passé peut-être à 2 minutes près en fait pour que l'appartement s'embrase entièrement. Le locataire est désemparé. Il dormait à l'autre bout de l'appartement avec sa femme et ses 2 enfants. Il s'est enfui sans s'apercevoir que le feu venait de son balcon. Ce soir,
sa famille devra dormir chez des voisins. Allez, prendre des vêtements. C'est le détecteur de fumée qui sonne. Vous voulez prendre quoi? Vous reviendrez tout à l'heure. D'accord. Là, il y a encore un petit peu de la fumée. Ok. On savait même pas qu'il y avait le feu chez nous. On nous a frappé à la porte, on nous a dit il y a le feu dans le bâtiment. Et en arrivant en bas, on s'est rendu compte que c'est chez nous. Selon les premiers indices, c'est un mégot de cigarette jeté depuis un étage supérieur qui aurait déclenché l'incendie. Une petite négligence qui aurait pu embraser tout l'immeuble. Grâce à la rapidité d'intervention des pompiers, tous les habitants sont sains et saufs. On va bientôt vous faire réintégrer dans les appartements. On vous accompagnera, on fait étage par étage, on vérifie qu'il n'y a pas de risque pour vous. Et puis derrière, vous pouvez dormir tranquillement. Les personnes âgées, là, ouais. Ils sont fatigués, ouais. Cette nuit, l'intervention des soldats du feu n'aura duré que 40 minutes. Un drame a été évité. C'est le quotidien pour Michael et ses collègues pompiers. Des anges gardiens qui veillent 24 heures sur 24 sur la deuxième métropole de France et dont le quotidien est toujours mouvementé. Lyon et les 58 communes de sa proche banlieue, une métropole d'1,3 million habitants. Un territoire gigantesque pour lequel les pompiers ont déployé un dispositif exceptionnel. Avec près de 6000 soldats du feu dans le département, c'est la plus grande concentration de pompiers civils de France. Contrairement à Paris ou Marseille, ils ne sont pas militaires, mais des fonctionnaires payés par le département. Au SMIC pour un débutant, jusqu'à 3 000 € pour un gradé. Le salaire de tous les dangers. Au début, la première demi-heure, on n'a qu'une peur, c'est de se prendre l'entrepôt sur la tête, quoi. Du centre-ville à la périphérie lyonnaise, ils sont répartis dans une trentaine de casernes avec chacune ses unités d'élite. À Villeurbanne, une centaine d'hommes sont au contact permanent des banlieues, comme Bron ou Vaux-en-Velin. Vous allez découvrir le quotidien sous haute tension du lieutenant Michael Catoire. Pas mal de mouvements de panique, un début d'évacuation en cours. Mais aussi du sergent-chef Zian. Deux pères de famille aux nerfs d'acier, qualités essentielles, car ils sont en première ligne face aux actes de malveillance. T'as des notions de perte de connaissance, t'as des grosses plaies au niveau de la face. Leur quotidien, des accidents spectaculaires suite à des rodéos sauvages, mais également des voitures brûlées et des incendies criminels dans des immeubles des quartiers difficiles. Ils y sont rarement les bienvenus, même quand ils viennent sauver des vies. Là, c'est typiquement fait comme un guet-apens, quoi. On arrive, on a des individus qui courent, donc voilà, faut être vigilant, quoi. La caserne de Villeurbanne, c'est aussi le quartier général du Grimpe, le groupe d'intervention en milieu périlleux, où officie l'adjudant-chef Olivier Carreau. Donc on allège la barquette, on passe les pieds en premier, Philippe se mettra au vide. Sa spécialité, les interventions dans les bâtiments de grande hauteur du centre-ville. C'est bon, tout est verrouillé. Et au sommet des monuments comme la basilique de Fourvière et ses 50 mètres de parois inaccessibles. Nous avons aussi vécu en immersion dans la caserne centrale. Le bâtiment historique regroupe le centre d'appel du 18 et les postes de commandement. Parmi l'état-major, le capitaine Daniel Chirex, 28 ans de métier. En homme d'expérience, c'est lui qui dirige les opérations les plus délicates. Donc tu me confirmes l'établissement d'un 5e moyen, hein, c'est ça? Comme les incendies dans les sites sensibles, car Lyon est situé dans le couloir de la chimie. Une concentration unique de sites industriels, la hantise du capitaine Chirex. J'ai vu de mes yeux les réservoirs exposés avec une création de boules de feu. L'explosion d'une usine ou d'un camion-citerne rempli de produits toxiques. Des interventions à très haut risque qui ont déjà provoqué des drames et coûté la vie à des dizaines de pompiers lyonnais. À la mémoire de nos collègues victimes du devoir, 1 minute de silence. Tout simplement pour ne pas oublier que le fait de porter cet uniforme, il y a des gens qui sont morts dedans. Enfin, dans la nouvelle caserne de Confluence, inaugurée en mars dernier, nous avons partagé la vie de l'adjudant-chef Hakim Amgar, formé aux interventions en plongée depuis 20 ans, dans l'eau comme sur terre. Sa vocation, les urgences vitales. Le risque majeur, ça peut être jusqu'à l'arrêt cardiaque. Un bon samaritain au grand cœur,
dont le dévouement est parfois récompensé. Vous m'avez sauvé la vie. Avec plus de 100 000 interventions chaque année, immersion dans le quotidien hors du commun des pompiers d'élite de la 2e métropole de France. À Villeurbanne, au nord-est de Lyon, chaque matin le même rituel pour les 122 sapeurs-pompiers de la caserne. Entre 2 interventions, ils passent en revue la totalité de leur matériel. Grande échelle, camion incendie, bouteille d'air comprimée. C'est le dossard qui déconne Tout est bichonné quotidiennement car sur le terrain, la moindre défaillance peut être fatale. La batterie était HS. Ouais, c'est bon. La dizaine de véhicules effectue plus de 1000 sorties par an, uniquement pour des incendies. Les hommes de Villeurbanne détiennent le record du département et face au feu, ils savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Le matériel doit être au top, les pompiers aussi. Pour cela, chaque jour, direction la salle de sport pour une séance de musculation intensive. Zian, 35 ans, commence sa garde de 12 heures. Pourquoi on s'entraîne? Pour être efficace, à l'intervention après. Quand même, notre mission principale, c'est l'incendie, donc il faut être prêt physiquement. Originaire de Montpellier, Zian a été pompier volontaire dans sa jeunesse, avant d'en faire sa profession. Sportif et passionné, il exerce depuis plus de 12 ans. Il a choisi Villeurbanne pour l'adrénaline, et cet après-midi, il va avoir sa dose. Et là, si vous partez en intervention, tu n'es pas prêt là? Si, on se change vite. Comme Arturo Brachetti. On se change super vite. Il est un peu plus de 17 heures. À l'autre bout de la ville, au centre de traitement des alertes du 18, un pompier régulateur vient de recevoir un appel très inquiétant. Oui, bonjour, il faut vite venir, il y a eu un gros accident, une voiture qui est rentrée dans un mur. Et je crois que c'est très grave, monsieur. Il y a combien de blessés? Je crois qu'elles sont 4 ou 5. C'est super grave, monsieur, il y a du sang partout. Départ en urgence pour Zian et ses équipiers. Aujourd'hui, ce n'est pas un incendie, mais un grave accident de la route. Direction la cité sensible de Vaux-en-Velin, l'une des villes les plus pauvres de France et au nombre d'incivilités élevées. Zian s'attend à intervenir dans un climat électrique. On fait beaucoup de feux de bagnole, on fait de feux de voiture sur ce secteur, on fait beaucoup de... Voilà, on peut s'attendre à ce que ça soit mouvementé. On va faire exactement pareil, on va intervenir de la même manière, hein. Mais il faut qu'on soit peut-être un peu plus concentré, un peu plus vigilant, quoi. Surtout au niveau de l'environnement, tout ce qui peut perturber autour. Au feu, en fait, tu te jettes là. Juste là. Celle-là, on y est là? Ouais, on y est, ouais. Et ça sera, regarde, ils nous attendent là-bas. Sur place, un attroupement s'est déjà formé autour des blessés. Et le pompier va d'emblée avoir une mauvaise surprise. Les victimes, des jeunes femmes, ont été sorties des véhicules accidentés par des témoins. Même si l'intention semble louable, ces déplacements peuvent avoir aggravé leurs blessures. Qu'est-ce qui se passe alors? Qui est le plus blessé? Jay, tu prends la dame par terre et Seb, tu prends la jeune fille. Combien d'autres blessés? Il y a elle, il y a l'autre, elle est traumatisée aussi. Ok, donc. Elles sont 4 au total. Il y a vous qui êtes blessé, je vois, au genou? J'ai trop mal, monsieur. Ok, vous restez comme ça. Si vous voulez vous allongez de l'autre côté, là, contre le mur. Donc tu vas être pris en charge par une ambulance. Et l'autre demoiselle, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a, la demoiselle, ici? Elle doit avoir une luxation de la main et puis tout le côté, là. Ok, je vais demander 3 ambulances de plus, ok? 3 jeunes femmes souffrent de lésions à la tête, mais reprennent peu à peu leurs esprits. La 4e semble dans un état beaucoup plus grave. Allongée sur le sol, elle n'arrive plus à bouger ses jambes. Le pompier craint la paralysie. Vous aviez pas la ceinture? Jay, t'as quoi? Dès que je lui touche les jambes, elle a mal dans l'arrière-vue. Pas de ceinture. En inspectant la voiture, les craintes de Zian vont se confirmer. Vu l'état de la petite citadine, le choc a été très brutal. D'autant que ses occupantes ont fait preuve d'inconscience. Pour ne pas déclencher l'alarme, les 4 filles ont bouclé leur ceinture et se sont assises dessus.
Un comportement très dangereux qui a coûté la vie à 354 personnes l'an dernier en France, près d'un mort sur 10 sur la route. Les 4, il n'y en avait aucune de ceinturée. Et après, tu as des notions de perte de connaissance, tu as des grosses plaies au niveau de la face. Tu as celle de là-bas, elle a un genou HS. Et ce n'est pas tout. Le pompier apprend que le véhicule aurait effectué un rodéo sauvage dans le quartier. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a vu la scène? Oh, j'ai tout vu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus à fond, ils ont tapé une autre voiture, la voiture elle est partie. Ils roulaient à combien? Ils roulaient au moins 60, 70, ils ont grippé les feux rouges. Je ne sais pas si c'est le véhicule, mais apparemment on nous a signalé qu'il y avait un véhicule qui tournait dans le quartier et qui faisait un petit peu, on va dire, du cinéma. Et c'est peut-être ce véhicule-là qui a fini dans le mur. Les circonstances de l'accident expliquent sans doute pourquoi les jeunes femmes ne sont pas vraiment contentes de voir les pompiers, même si leurs blessures sont graves. Zian doit affronter une situation inédite. Deux blessés sont sœurs. La plus jeune refuse de se laisser soigner. Dis-tu qu'on va aller à l'ambulance, on va regarder tout ça, vous voulez? Non, mais vas-y, Non, je veux pas. Mais arrête. Il y a ta soeur, elle va aller avec. On va pas rester dehors. On va regarder ce que vous avez à l'intérieur, je vous soigne et puis après on voit ce qu'on fait. Cette jeune fille n'a que 16 ans et ne semble pas réaliser la gravité de la situation. Allez, venez, on va regarder ça, je vous mets un pansement. Vous n'allez pas assis au milieu du trottoir comme ça, d'accord? Et pourquoi vous voulez pas? Pourquoi vous voulez pas venir? Qu'est-ce que vous allez faire ici? Vous allez assis ici toute la nuit à attendre? Bon, bah alors vous venez au bout d'un moment. Allez, venez maintenant. Allez. Zian intervient essentiellement dans les quartiers sensibles de Lyon. Il a l'habitude des situations difficiles. Père de 2 enfants, il sait aussi faire preuve d'autorité et de sang-froid. Vas-y, elle est là, ta frangine, là, c'est bon. Ta soeur, là, arrête de crier. Elle est là, ta frangine, là. Regarde, allonge-toi. Là, ta sœur, elle est là. Elle est là, ta sœur. Elle va monter, on l'a fait monter avec toi. T'as une grosse plaie au niveau du front, t'as tapé. Je m'en fous, Tu t'en fous, mais tu vas t'allonger. On l'a fait rentrer ta sœur tout de suite. C'est dans la confusion la plus totale que les médecins du SAMU vont désormais prendre le relais. Pour Zian, la mission de premier secours est terminée. Doc, t'as vu le véhicule? Ouais, j'ai vu le véhicule avec les airbags déclenchés. Personne n'est ceinturé aussi. Je peux pas me lever, je me sens pas bien assise. Non, mais je me sens pas bien allongée. Bon, on va te relever très légèrement la tête. Non, c'est une plaie au moins de 10 cm à suturer, d'accord? Donc il faut rester tranquille. Mais alors que Zian rédige son bilan de fin d'intervention, la jeune fille de 16 ans lâche subitement une information inquiétante. Qui était conductrice là? Qui c'est qui conduisait? Elle est partie. Celle qui conduisait, elle est partie? Elle est partie. Si elle dit vrai, la conductrice est peut-être, sans en avoir conscience, en danger quelque part dans le quartier. Le pompier décide de mener sa petite enquête. Elles sont enclenchées. Elle est enclenchée. Moi je pense qu'elles étaient que 4, elles n'étaient pas 5. Tu regardes? Parce que là, le conducteur est... Non, mais... Ah, parce qu'il dit, ouais, le conducteur, il est parti. Bah oui. Ah ouais, d'accord. Ça se trouve, c'était la nôtre qui conduisait. Ouais. La petite. Pas convaincu, Zian est tout de même obligé de vérifier. Jeune homme, c'est qui conduisait alors? Je sais pas du tout. Vous l'avez pas vu? C'est vraiment pas moi. Oui, il n'y avait pas de conducteur aussi, bizarrement. C'est personne. Il suspecte plutôt un stratagème pour éviter une sanction, car la police, arrivée sur place, mène son enquête. Personne conduisait. Le conducteur est parti apparemment. Par devoir de réserve, le pompier préfère réagir avec le sourire et n'en dira pas plus. C'est maintenant aux policiers de déterminer la responsabilité de chacune. Comme souvent, après ce genre d'intervention d'urgence, les pompiers ne connaîtront pas l'évolution de l'état de santé des jeunes filles. Retour à la caserne de Villeurbanne. C'est la fin de la garde pour Zian. En service, il agit sans émotion ni état d'âme. Mais loin de l'action, le père de famille nous livre ses sentiments. Tu promènes tes gosses la poussette sur un trottoir, ouais, tu peux être gravement blessé suite à un chauffard de la route comme ça, on est d'accord. La journée est terminée pour lui. Elle commence pour ceux qui prennent le relais. La deuxième équipe
commence une nouvelle garde de 24 heures, en douceur. À la guitare, Maxime. Cela fait tout juste 5 ans qu'il a rejoint les pompiers de Lyon, attiré par l'esprit de camaraderie qui caractérise le métier. Anniversaire de Nono, donc obligé. Hein. 26 ans, bientôt 32. Aujourd'hui, on fête l'anniversaire de Nordine. Pas de bougie, le feu est réservé à l'action sur le terrain. Ces moments précieux, il les savoure toutes générations confondues. C'est les anniversaires des collègues, ça. La convivialité. Important. Très important. Très très important. Il faut. Ce qui n'empêche pas quelques blagues sur les anciens de la brigade. Tous, on a notre petite particularité. Roger, hein, en priorité là-bas. Notre ancien. Hein. Il est à 6 ans de la retraite passée. Donc, non, jamais. Un Roger. Ça va, Roger? Ça, papy. Formé à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, Maxime a choisi de poursuivre sa carrière dans sa région natale pour se rapprocher de sa famille. Mais pas pour se reposer, car le rythme est tout aussi effréné que dans la capitale. La caserne de Villeurbanne détient le record d'intervention incendie de la région. Feux de poubelle, voitures brûlées. Dans la banlieue de Lyon, les nuits commencent souvent de la même manière pour Maxime et ses collègues. A priori, ça serait un feu de VL. Un feu de véhicule léger, c'est-à-dire un feu de voiture. C'est reparti pour Vaux-en-Velin, avec toujours la même angoisse, le type de carburant. On ne sait pas du tout l'énergie du véhicule. Ça peut poser un problème? Donc ouais, ça peut poser un problème parce qu'il y a des risques par rapport à tout ce qui est gaz ou autre. Donc c'est à prendre en compte. Leur bête noire, le GPL, ce gaz liquéfié très inflammable. Une explosion au pied d'un immeuble pourrait provoquer des dégâts considérables, mais aussi tuer des pompiers. La voiture, la voici. Elle brûle sur la dalle du Mas du Taureau, l'un des quartiers les plus peuplés de Vaux-en-Velin, 5000 habitants. Priorité, sécuriser un périmètre et éloigner les curieux. Les pompiers, eux aussi, gardent leur distance. Maxime est en première ligne, à au moins 60 mètres du véhicule en flammes. C'est le protocole d'intervention à respecter, car en cas d'explosion, le souffle est redoutable. Un collègue s'est fait arracher une jambe. Du coup, maintenant, on n'a plus toujours le même protocole. On considère toujours que c'est une voiture GPL, ce qui nous permet d'éviter d'être exposé s'il y a une explosion au moment où on arrive. Mais dès que les flammes baissent un peu d'intensité, les soldats du feu partent au combat rapproché. Ce spectacle désolant, les riverains y assistent presque tous les soirs. Des incendies pour la plupart volontaires. C'était finalement une voiture à essence. Désormais, le danger est écarté. Putain, comme ça glissait là-bas. Mais Maxime le sait, ce n'est que le début de la nuit. C'est pas fini, hein? C'est-à-dire? Oh, bah je pense qu'on va être encore gâtés ce soir. Les voitures brûlées, c'est la routine pour les pompiers situés près des quartiers difficiles. À peine le temps de replier le matériel, et c'est reparti. Cette fois, ils sont appelés quartier de la Grapinière, toujours à Vaux-en-Velin. C'est un quartier connu. On prend quelques précautions pour notre protection à nous, par rapport à l'environnement. À cette heure avancée de la nuit, ce qu'ils redoutent le plus, c'est le guet-apens. Une voiture incendiée par une bande de jeunes pour attirer les pompiers et les caillasser. En France, l'an passé, 2280 soldats du feu ont déclaré avoir été agressés. Un nombre en hausse de 17%. Et Lyon est la 3e région la plus touchée par ce fléau. Alors, comme souvent, la police, prévenue par le central, est déjà là. 2 véhicules, il y a presque autant de policiers que de pompiers. À quelques dizaines de mètres d'une barre d'immeuble, la voiture brûle au milieu d'un parking.
ce qui complique la tâche des pompiers. Il faut à tout prix éviter que le feu se propage aux autres véhicules. Il y en a des dizaines, certains sont à 2 mètres à peine. Maxime est encore en première ligne. Au bout de 5 minutes, le feu est maîtrisé une nouvelle fois. Ce parking, Maxime le connaît bien. Les anciennes traces de feux de voitures qui ont déjà eu lieu sur le parking. Donc c'est un endroit où on vient régulièrement. On va dire. L'habitude pour les pompiers, la lassitude pour les voisins. Il faut travailler les pompiers. Hein. Moi je trouve que c'est pas bien. Hein. C'est régulièrement comme ça? Ouais, c'est presque tous les jours. Toujours ils brûlent ici, c'est l'endroit qui brûle là. Ils brûlent des voitures ici, là à côté aussi. Parce qu'il y a des gens qui achètent des voitures et ils souffrent pour acheter des voitures. À la fin ils voient sa voiture aller brûler. Et je trouve ça c'est pas vraiment bien ce qu'ils sont en train de faire, vraiment pas bien. Tout le monde subit la situation en fait. Et les riverains qui sont là toute l'année, nous qui venons faire l'intervention, tout le monde subit. Jusqu'ici, les pompiers n'ont pas fait l'objet de jets de pierre. Maxime et ses collègues de nuit peuvent rentrer pour une petite pause à la caserne. Ça y est, ça suffit là, au dodo. On va essayer de récupérer un petit peu. Hein. Chaque pompier dispose d'une chambre de garde individuelle. On essaye de faire une petite sieste si ça le permet. Et après de pouvoir se coucher un petit peu tôt après pour récupérer quoi, pour la nuit qui nous attend. Voilà. Bonne nuit, merci. Les minutes sont comptées. Bonne nuit. Le répit sera de courte durée cette nuit-là. Pas plus d'1 heure de sommeil. 4h30 du matin, c'est encore une voiture qui brûle. Pour Maxime et ses collègues, le danger c'est alors autant le feu que la fatigue. Il est quelle heure? Oh, une bonne question, j'en ai aucune idée. Je sais même pas. 5h moins 20. 5h moins 20. Sans comment, c'est parti. Fatigué. Épuisé même, mais de retour dans le quartier du Mas du Taureau, à Vaux-en-Velin. Et c'est un incendie un peu différent qui l'attend. La voiture flambe à seulement 5 mètres d'un immeuble. Tout le bâtiment est menacé. Alors que le feu est peu à peu maîtrisé, Maxime a découvert un précieux indice qu'il s'empresse de fournir aux policiers. La plaque d'immatriculation. Même partiellement brûlée, elle permet immédiatement aux enquêteurs de déterminer la raison de l'incendie. Voilà, la voiture volée à mes yeux, dans l'Ouest, et qui vient de finir brûlée à Vaux-en-Velin. Cette nuit-là, 3 voitures ont brûlé. Ce n'est ni le 14 juillet, ni le 31 décembre, juste une nuit comme une autre pour les pompiers de la caserne de Villeurbanne. Mais les feux de voiture et les accidents de la route spectaculaires ne sont pas les seules opérations qui rythment la vie trépidante des pompiers de Lyon. Comme dans toutes les grandes villes, 80% des missions concernent le secours à personne, notamment les urgences vitales. La priorité, c'est alors la vitesse d'intervention. Les pompiers sont répartis dans une trentaine de casernes pour être au plus près de l'action. Comme avec la nouvelle caserne de Confluence, la plus récente des 3 casernes du centre-ville. Il est 6h30. Alors que les Lyonnais se réveillent à peine, Hakim prend son poste. À 49 ans, l'adjudant-chef travaille à Confluence. À la différence des pompiers de Paris ou Marseille, Hakim n'est pas militaire. Il fait partie des 230 000 pompiers civils français. Comme tous ses collègues de Lyon, il est fonctionnaire. Il ne vit pas à la caserne, mais démarre son service tous les matins comme n'importe quel employé de bureau. Ou presque. La petite tenue. Tous les jours, aux aurores,
C'est le chassé-croisé entre les équipes de nuit qui finissent leur garde et celles qui se préparent à partir en mission. Ouais. Ou pas, je ressens la brusquille, Si, les yeux bridés. C'est quoi ta technique? Ça m'en Allez, allez-y. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 15 sapeurs-pompiers occupent ces locaux, prêts à intervenir à la moindre alerte. Et dans cette caserne, ils ont la chance de bénéficier d'infrastructures et de matériel dernier cri. Inaugurée il y a 7 ans, la caserne vient d'être entièrement rénovée. Alors pour Hakim et ses collègues, c'est presque l'hôtel 5 étoiles. On est où là, Hakim? Alors ici, on est dans l'espace de vie des sapeurs-pompiers. Le mess, la cuisine, tout ça, c'est l'ensemble, c'est le mess. L'espace de restauration avec le bar. Et privilège, comme c'est une caserne toute nouvelle, le luxe. Terrasse. Une terrasse de 20 mètres de long et en prime, une plancha pour les soirées d'été. C'est qui veut un café? Merci. Non. Quelques minutes pour prendre un café et saluer ses collègues. Et Hakim doit attaquer sa première tâche de la journée. La préparation du matériel. Allez, c'est parti. À la caserne, c'est l'un des vétérans de l'équipe. Pompier depuis 31 ans, Hakim est originaire de la région. Il a fait ses classes à Paris, mais dès qu'il a pu, il est revenu à Lyon, son berceau natal. Là où tout jeune est née sa vocation. Fabrizio, t'as plus de lancettes dans le... Tu rajouteras des lancettes? J'ai fait mon secourisme avec un pompier au lycée. Puis j'ai mes 2 copains du village qui, un son père était pompier, l'autre c'était son oncle. Ils sont rentrés pompiers volontaires, j'ai suivi mes 2 copains, puis c'est là que j'ai été piqué. À l'époque, Hakim entre chez les pompiers sans trop connaître le métier. 30 ans plus tard, ce père de famille de 2 enfants a toujours la même ferveur. Et en intervention, il a l'habitude de prendre les choses en main. Il est un peu plus de 11 heures, une nouvelle alerte vient de tomber. Hakim et ses collègues doivent partir en urgence. Sur quoi tu pars? Ah ouais, douleur thoracique à la demande du SAMU. On part couvert d'un PRH pour douleur thoracique. À 5 minutes de là, un homme vient de faire un malaise. Il est conscient, mais il aurait toujours le souffle coupé et des douleurs dans la poitrine. Ce sont les signes avant-coureurs d'un infarctus. Alors Hakim envisage le pire. C'est un problème qui peut être au niveau du cœur, ça peut être tout et n'importe quoi. Le risque majeur, ça peut être jusqu'à l'arrêt cardiaque. Après, ça peut être de la tachycardie, le cœur qui bat trop fort, ça peut être le cœur qui bat pas assez lentement, ça peut être une personne qui est connue pour un problème cardiaque. Hakim connaît bien le problème. Il y a quelques années, son propre père a failli mourir à cause d'un infarctus. Un accident qui l'a marqué. Alors il est bien placé pour savoir qu'il faut aller très vite. Car une simple douleur à la poitrine peut cacher quelque chose de beaucoup plus grave. C'est au 5e étage de cet immeuble sans ascenseur que l'homme a fait son malaise. Bonjour mesdames. Il n'y a pas d'ascenseur. C'est d'ailleurs cet escalier interminable qui est à l'origine de l'accident. À l'arrivée d'Hakim et de ses collègues, l'homme est toujours conscient, même s'il peine à s'exprimer. Il s'appelle Jean-Paul, il a 60 ans. Pendant que les coéquipiers d'Hakim effectuent les premiers examens, l'adjudant-chef interroge sa nièce et son beau-frère pour déterminer les causes de son malaise. Et Hakim va vite comprendre. Au moment de l'incident, la victime était en plein déménagement. Il est en train de faire des efforts. Ah oui, on était en train de monter nos meubles, il était en train de faire des efforts. Et voilà, en arrivant, c'est un peu. Et ça lui a pris. Jean-Paul a-t-il un simple coup de fatigue après avoir multiplié les allers-retours dans l'escalier? Hakim en doute, il suspecte un problème plus grave. Monsieur, vous avez eu mal à un moment? Un point, comme un coup de couteau, une aiguille, un truc comme ça? Là, vous avez l'impression que ça vous brûle. Mettez-moi avec un doigt l'endroit où ça vous brûle le plus. Ça rayonne. Vous avez l'impression que ça fait comme un rayon. Un petit peu tout le long
Ou au contraire, Ça fait chauffe. comme si vous avez lié quelque chose de chaud. Ce rayonnement est anormal. Hakim est maintenant persuadé qu'il ne s'agit pas d'un coup de pompe, mais bien d'un problème cardiaque. Et il craint que Jean-Paul ait une deuxième crise. Elle peut se produire à tout moment. Il y a combien de temps que ça lui a pris la douleur là? Ah, il y a une demi-heure là, à peu près. Regardez votre montre. Demi-heure, demi-heure, parce que demi-heure du sud, demi-heure. Oui, non, mais il y a demi-heure. Une vraie demi-heure. Ouais. 30 minutes sans retrouver son souffle. Hakim décide de placer immédiatement Jean-Paul sous aide respiratoire. Oui. Oui, on est en train d'emménager et vu qu'on est au 5e étage, on a demandé un peu d'aide. Et voilà, donc là vous respirez donc à l'intérieur. Restez bien au repos. Jean-Paul va devoir passer des examens à l'hôpital le plus rapidement possible. Alors Hakim prévient les médecins du SAMU. Ouais, alors je vais te donner un bilan complet. Donc je suis en présence d'un homme de 60 ans qui a fait des efforts dans la journée. Là, il a une sensation de brûlure ou de rayonnement au niveau du sternum. Le sexagénaire accuse le coup. En venant aider sa nièce à déménager tôt ce matin, il n'imaginait pas finir à l'hôpital. Les médecins du SAMU viennent d'arriver et leurs analyses vont très vite confirmer les craintes d'Hakim. L'électrocardiogramme est sans appel. Il a un vrai infarctus, le cas d'école. Ça ne peut pas faire mieux. Ah, on est tip-top là. Vraiment le truc qui saute aux yeux. Ça, c'est les battements de son cœur. Donc, je le vois à ces grandes ondes en dôme là, ces espèces de grands dos de chameau qui normalement n'existent pas. On appelle cela des ondes de nécrose. Elles montrent que les muscles du cœur sont en train de mourir, probablement à cause d'une artère bouchée. L'annonce est brutale pour l'épouse de Jean-Paul qui vient d'arriver. Dans l'ambulance, Jean-Paul prend conscience qu'il revient de loin. Vous m'avez sauvé la vie. Eh ben, c'est parfait. De quoi? Vous m'avez sauvé la vie. Non, nous on va vous emmener, c'est le médecin, vous inquiétez pas. Je vous remercie. C'est plutôt à ceux qui ont fait le bilan et qui nous ont donné les bons éléments. Voilà. D'accord? Tu remercieras aussi Bibi et tout. Ouais, mais t'inquiète pas. Une seconde attaque est toujours possible. Alors Hakim et ses coéquipiers filent à vive allure vers l'hôpital. La vie de Jean-Paul est toujours entre leurs mains. Sur place, la salle d'opération est déjà prête. Non, laissez-vous faire. C'est bon, monsieur, posez vos pieds. Ce qu'Hakim avait pressenti dès le début se confirme. Jean-Paul a une artère bouchée. Son sang ne circule pas normalement et une partie de son cœur n'est plus alimentée en oxygène. Vous allez rester conscient, on pourra discuter. Votre boulot, il est assez simple, faut pas bouger. Ça fait mal encore, là? L'opération va se dérouler sous anesthésie locale. D'habitude, Hakim n'y assiste pas. Mais cette histoire lui rappelle celle de son père il y a quelques années et il est ému. C'est quelque chose qui est très rare à voir chez les sapeurs-pompiers, ça fait partie de l'exceptionnel de le voir déboucher. Mon père a été sauvé en 91 et ils lui ont sauvé la mise. Donc il avait 30% du cœur nécrosé. Et il est toujours vivant. Cette fois encore, les médecins vont accomplir un petit miracle. Le but de l'intervention est d'aller déboucher ce vaisseau au moyen d'une sonde et au moyen de petits ballonnets. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Quelques minutes de concentration pour une chirurgie de précision. Jean-Paul est à présent hors de danger, mais il va devoir rester en observation quelque temps. Il a un cœur neuf, comment tu... Ah non. Suite à l'intervention, il a un cœur moins malade que si on n'avait pas fait cette intervention. Donc quelques jours à l'hôpital. Si ça va pas, comme tout à l'heure, vous le dites. On va vous surveiller de près, on va vous laisser les électrodes, tout ça. Vous allez aller aux soins intensifs là. Vous êtes rassuré? Oui. Allez. Merci beaucoup. Ah, c'est joli. Sans la clairvoyance d'Hakim, l'issue n'aurait probablement pas été aussi heureuse. Il en est lui-même étonné. Entre le moment où l'alerte a été donnée et cette opération, il ne s'est écoulé que 2 heures. Une vraie prouesse. On est parti à 11h40, c'est ça?
Il est 13h40, il est déjà opéré. On est en France. Là, vous avez sauvé la vie de quelqu'un. Non, on est un maillon, c'est l'ensemble. L'équipe qui est là, le diagnostic du bilan du SAMU, le bilan primaire qui est fait par nous, les informations de la famille, on a remonté la chaîne. Hakim reste humble, mais il repart avec le sentiment du devoir accompli. 4 jours plus tard, c'est un autre homme que nous retrouvons à l'hôpital de la Croix-Rousse. Jean-Paul a son bulletin de sortie en main. Salut. Alors, ça y est, viens me chercher. Je peux sortir. Allez, c'est bon. Allez, on est parti. Tout est bon? Qu'est-ce qu'il t'a dit Tout va bien. le cardio? Tout est bon? Ça fait 4 jours? Oui. Et vous pouvez déjà sortir? Tout à fait. Il a été sauvé au bon moment. Oui, c'était super. Donc merci les pompiers. En France, chaque année, 120 000 personnes comme Jean-Paul sont victimes de crise cardiaque. Grâce à l'intervention des pompiers et des équipes du SAMU, plus de 8 sur 10 survivent. Pour sauver des vies, les premières minutes sont cruciales. Et parfois, il faut aller chercher les victimes au sommet d'endroits inaccessibles. Et à Lyon, il y en a beaucoup. Des gratte-ciel comme ceux de la Flèche ou du Crayon. Des cours d'école, perchés sur des bâtiments de plus de 30 mètres de haut. Ou des rues étroites, privées d'accès pour les camions de pompiers. Autant de terrains d'action pour les hommes du Grimpe, le groupe d'intervention en milieu périlleux créé il y a 30 ans. Avec eux, on ne prend pas la grande échelle, mais un 4x4. Ce jour-là, c'est sur la colline de Fourvière que l'unité du Grimpe va agir. Au sommet de la basilique et de ses 50 mètres de hauteur. La victime se situe sur la tour. Pour la sortir, on va effectuer une technique de brancard accompagné. Ce jour-là, c'est un exercice. Olivier Carreau, le chef d'équipe, et ses pompiers escaladeurs doivent évacuer une fausse victime. Et puis voilà ce que j'ai à vous dire. Est-ce que vous avez des questions? Leurs armes, ce ne sont pas des mètres de tuyaux, mais des baudriers et la panoplie complète d'alpinistes. Les deux, on peut descendre. On va prendre les deux. Le scénario du jour, l'un des visiteurs quotidiens de la basilique a fait un malaise. Une situation probable, vu l'épreuve que représente l'ascension des escaliers en colimaçon et ses 50 mètres de dénivelé. Là, ça se complique. Et pour évacuer la fausse victime, impossible de passer un brancard par les escaliers des 2 derniers étages. L'escalier est trop fin et un brancard passe pas. Une seule issue, la paroi de la basilique. Leur chemin de croix du jour. La victime aujourd'hui est jouée par Jérôme. Voilà, c'est bien, un petit exercice avec un beau temps. On se met dans l'ambiance, ça fait partie du jeu, c'est de passer des fois victime, des fois manœuvrant. Mais ce n'est pas vraiment un jeu. Aucune place à l'approximation. Ils vont descendre en rappel sur 50 mètres. Olivier et Jeff, son équipier depuis 15 ans, sont concentrés. On définit l'axe de sortie de la victime pour qu'après la victime puisse être évacuée dans de bonnes conditions. Ce matin, Olivier a choisi la basilique de Fourvière comme terrain d'entraînement car le vieux monument concentre toutes les difficultés. Tu prends un point là pour l'assurance, tu prends un autre point là-bas et tu finiras là-bas. Interdiction de percer des trous dans ce patrimoine architectural protégé. Cela s'annonce compliqué pour installer la potence et les poulies. On est sur un monument historique, donc on n'a pas le droit de poser des points d'ancrage fixes. Donc on est obligé de s'adapter, on est obligé de trouver des solutions pour pouvoir sécuriser la potence, pas qu'elle tombe. La moindre erreur, et c'est la mort assurée pour le pompier jouant la victime et son accompagnateur. Alors, Olivier et son équipe installent avec minutie les points de fixation improvisés sur ces blocs centenaires. Là on est bon. Ces exercices répétés chaque semaine permettent d'être prêts le jour J. Pour nous, que ce soit une manœuvre ou une intervention, nous, on ne fait pas la différence. Donc il faut sécuriser tout le monde. En fait, on ne joue pas, quoi. Voilà, on joue pas. C'est parti pour 50 mètres de descente en rappel, en douceur. La difficulté, c'est de garder le brancard bien à plat. Un protocole médical obligatoire quand il s'agit de vraies victimes.
6 et 47 pompiers, passionnés d'alpinisme, ont choisi l'unité du Grimpe. C'est aussi pour vivre ces moments privilégiés. Dans un baudrier, j'y suis bien, quoi. Je suis à l'aise, donc voilà. Avec des vues exceptionnelles comme ça sur Lyon, voilà, c'est pas dans toutes les spécialités qu'on peut retrouver ce genre d'avantage. Aujourd'hui, ce n'était qu'un exercice. Mais à Lyon, les hommes du Grimpe interviennent en moyenne presque 2 fois par semaine pour secourir des personnes. Et presque toujours dans des conditions extrêmes. 4 jours plus tard, au quartier général du Grimpe, nous retrouvons Olivier Carreau. Il est d'astreinte d'ambulance. Ce jour-là, une équipe du SAMU réclame son savoir-faire. Donc là, on va se rendre en fait sur a priori sur une évacuation de victimes dans un immeuble, tout simplement. Cette fois, ce n'est pas un exercice. Il faut transférer un homme à l'hôpital de toute urgence. On va faire une petite évaluation sur place et puis on va étudier la technique, adapter la technique à la situation. En fait. Olivier et son équipe vont intervenir dans un immeuble de 9 étages. La vie de l'homme à secourir va tenir au bout de leur corde. Là, on a juste l'info que la victime est médicalisée et qu'on faut la descendre du 9e étage. Soit 30 mètres de haut, la moitié de la basilique de Fourvière. Mais comme dans le monument, impossible de descendre un brancard par l'escalier. L'homme qu'il faut évacuer a 50 ans, il est tétraplégique et en détresse respiratoire. C'est un monsieur qui est paralysé des 4 membres suite à un accident de la voie publique et qui a une grosse détresse respiratoire. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle on l'a mis un petit tuyau dans la trachée pour l'aider à respirer et qui va maintenant être hospitalisé en réanimation. Voilà. Le pronostic vital est engagé. L'homme est inconscient. Il faut absolument le transporter en position horizontale dans ce brancard spécial. On va l'installer directement dedans. Dans son état, une légère inclinaison pourrait faire évoluer dangereusement sa tension. Seule solution pour Olivier et son équipe, le balcon. Dans moins d'une demi-heure, il doit être à l'hôpital. Mais ça serait bien qu'on parte d'ici, parce que comme ça on pourra manipuler correctement. Olivier désigne le jeune Philippe pour effectuer la descente en rappel. Tu t'accompagnes ? Ouais. C'est une grande responsabilité pour ce sergent. Après 3 mois de formation au Grimpe, il effectue aujourd'hui sa première intervention. Au moment de préparer son matériel, il est déjà concentré sur sa descente. Pendant ce temps, sur le toit, Olivier s'assure que les points d'ancrage pour la manœuvre sont bien positionnés. C'est la plus grande difficulté dans ce type d'opération. Aller vite, car une vie est en danger, mais ne pas se précipiter. La moindre fausse manœuvre peut être fatale. Je commande la manœuvre d'en bas. Mac, je te laisse une radio. Sur 30 mètres de descente, l'accompagnateur, Philippe, doit s'assurer qu'aucun obstacle ne vient gêner les cordes ou heurter le brancard. Madame, fermez la fenêtre s'il vous plaît, en dessous. Il y a juste les petits rebords de balcon qui dépassent. Fermez la fenêtre s'il vous plaît. Voilà. En bas, il y en a un peu plus grand. Il vérifie aussi que l'assistance respiratoire est bien maintenue. Non, c'est parfait là. Mètre par mètre, la descente va durer 2 minutes. Ce n'est qu'au sol que la vie de cet homme est à nouveau entre les mains du SAMU. Voilà. Dans moins de 10 minutes, il sera en réanimation pour soigner une complication pulmonaire. Ce n'est qu'à cet instant que la tension peut redescendre pour Philippe. Dans ces situations, personne n'a le droit à l'erreur, même pour une première. Ouais, ça va, ça a été. Après, j'ai fini le stage il y a quand même 1 mois et demi, donc ça permet de mettre à l'épreuve ce qu'on a appris en manœuvre. C'est donc sa première intervention, sa première mise en situation en intervention pure, donc il est assez content. Et la tradition au Grimpe, c'est d'arroser ça. Mais en toute sobriété, évidemment. Tu veux quoi, Orangina ou Oasis? Orangina, s'il te plaît. Ouais.
De retour au mess en cette fin de matinée, Philippe paye sa tournée de café et de soda. Le voilà membre de l'équipe à part entière. Bon bah merci hein. Quelqu'un a un café? J'avais laissé les... Vas-y, je te le paye, Merci. Oh, c'est beau. Fais-toi plaisir. Le champagne, ce sera pour plus tard. À Lyon, l'autre spécialité des pompiers, c'est le risque chimique. La ville est située au cœur de la vallée de la chimie, un couloir industriel d'une dizaine de kilomètres qui rassemble la plus grande concentration d'entreprises de chimie et de raffineries en France. Dans ces cuves sont stockés près de 500 millions de litres de pétrole et de gaz liquéfié extrêmement inflammables, mais aussi des substances toxiques de toutes sortes. Il y a 50 ans, une catastrophe industrielle a marqué la mémoire des pompiers de Lyon. Sur la commune de Fézin, l'explosion de cuves de propane a causé la mort de 18 personnes, dont 11 soldats du feu. Au bout d'une heure de présence, une explosion formidable s'est produite, une deuxième, et ensuite ça a pété d'un seul coup. Alors là, vraiment, je ne peux plus rien vous dire, je ne sais plus ce qui s'est passé. Des accidents qui émaillent la vie des pompiers de Lyon depuis plus d'un siècle, notamment au Central, la caserne historique, née en 1906. À l'époque, l'équipement était des plus rudimentaires. Ils n'étaient pas militaires, mais bien des sapeurs-pompiers civils, comme aujourd'hui. 100 ans plus tard, les uniformes et le matériel ont bien changé. Mais les risques sont toujours les mêmes. Chaque matin, à 8 h, la journée commence de manière identique pour les 92 pompiers. Pour lancer en garde à vous, à la mémoire de nos collègues victimes du devoir, 1 minute de silence. 60 secondes pour se remettre en mémoire le risque permanent. À Lyon, ces 15 dernières années, ils ont perdu 3 collègues. Alors un départ en intervention dans la zone industrielle n'est jamais anodin. Comme ce jour-là, direction Saint-Genis-Laval, à 10 km au sud de la ville. Une imprimerie est en feu à proximité d'usines chimiques. C'est le capitaine Chirex qui prend la direction des opérations. Cette notion de risque technologique, il y pense très vite, oui. C'est pour lutter contre ce type d'accident industriel qu'il a décidé d'être pompier. Il se souvient même précisément de l'événement qui a déclenché sa vocation. Il avait fait la une des journaux télévisés il y a 30 ans. Alors tout de suite l'actualité avec en particulier les développements concernant le terrible incendie qui a ravagé une raffinerie de Lyon. En 1987, l'explosion de stocks pétroliers dans le port Édouard Herriot fait 6 blessés, dont 2 graves. J'étais à un lycée qui était situé tout à fait en face, donc j'étais aux premières loges et j'ai vu de mes yeux les réservoirs explosés le 2 juin 1987 à 13h20 exactement. 30 ans plus tard, il garde en mémoire que chaque intervention dans le couloir de la chimie est à haut risque. Notamment ce jour-là, cette fumée noire ne laisse rien présager de bon. Les pompiers de la ville de Saint-Genis-Laval se sont déjà déployés. Ils sont les premiers à informer le capitaine qui va devoir coordonner le travail avec les équipes en renfort. Ça, c'est un percé en fait. Donc du stockage, un peu de solvant. Des solvants qui contiennent donc des acides. Le risque de fumée toxique se précise. Il faut étouffer le feu à distance. Sur le premier Skydome là. Des empunages. Bah, a priori, ils vont percer les empunages. Ouais, tous les Skydome, ils ont réussi. Tous les Skydome, ils sont tous ouverts là. Mais l'urgent pour lui est de connaître la quantité exacte de solvants dans l'entreprise. Pour cela, il interpelle un ouvrier. Il y a les positifs, on est imprimeur, il y a des encres, des sérigraphies. Grande quantité? Non, il y a n'importe des wagons, des solvants, 2 fois 25 litres à peu près. D'accord. Il y a du gaz sur le Fenwick, je suis derrière la porte là. Ok, merci. Je vous en prie. Du gaz et des solvants. Un cocktail redoutable qu'il faut noyer sous des trompes d'eau. Plus de 30 hommes sont à pied d'œuvre. Pour l'heure, impossible de pénétrer. Il faut d'abord circonscrire l'incendie depuis l'extérieur. Sur une structure métallique comme celle-là, le principal risque, c'est le risque d'effondrement de la structure. Donc évidemment, personne à l'intérieur et personne à proximité à l'extérieur. Et puis, on avait une atmosphère qui pouvait présenter des risques d'accident thermique. La température atteint les 1000 degrés. L'une des portes principales vient de s'effondrer. C'est la brèche attendue par les soldats du feu
pour enfin attaquer de face. Le capitaine Chirex appelle de nouveaux renforts. Donc tu me confirmes l'établissement d'un 5e moyen, hein, c'est ça? Il y a un 5e moyen hydraulique. Ouais, bien pris. Il donne aussi l'ordre d'entrée. Vous attaquez à droite là-bas, par les bureaux, d'accord? Allez. Cette lance, elle va attaquer là-bas au fond des bureaux. La jaune et la rouge. Ouais. Vous prenez la lance, vous allez là-bas au fond à droite. Ouais. Vous. Et les autres, ils prennent leur lance et ils attaquent à gauche. Ok, très bien. Allez, empilez les aéries là. C'est le jeune Vincent, pompier professionnel depuis 7 années, qui part en première ligne avec son binôme. Là, il y a de la fumée noire qui descend jusqu'à la porte. Là. Le feu est à quelques mètres. Dès la première porte franchie, il faut combattre. Il progresse avec une visibilité réduite. Équipé de sa protection incendie, Vincent peut tenir 30 minutes dans la fournaise. L'important est de ne jamais se mettre dans le rouge des réserves d'air comprimé. Il faut aussi éviter la déshydratation. Alors les équipes se relaient en permanence. À la sortie, c'est comme si Vincent revenait de l'enfer. Le feu est encore loin d'être éteint. En fait, toute sorte sur la gauche, il y avait des casiers et des vestiaires. Et là, ça cubait un maximum. En fait, c'est ce que j'essaie de te dire. Sur la droite, là, à la fenêtre? Ouais. En fait, il y a le premier étage qui est tombé, quoi. Comme c'est que du métal, c'est que de la ferraille. Ça se cassait tout la gueule au début. Et à un moment, on a entendu un gros barouf, on s'est barré rapidement, quoi. Vous avez bu, c'est bon? Ouais, ça y est, on a pu y retourner un peu? Ouais. Le principal problème de ces structures, c'est que c'est du métal, c'est de la ferraille. C'est hyper instable au feu. Donc en fait, au début, la première demi-heure, on n'a qu'une peur, c'est de se prendre l'entrepôt sur la tête, quoi. Donc c'est ça où il faut faire très attention. Et en plus, le métal va dégager énormément de chaleur une fois qu'il est chaud. Donc on peut même pas s'appuyer pour se tenir ou autre, parce qu'en fait, on se brûle immédiatement avec la conduction, quoi. Des dizaines de pompiers en renfort. Des heures de combat acharné. Pourtant, le feu continue de ravager l'imprimerie. Les pompiers ne le savent pas encore, mais la nuit est loin d'être terminée, car une autre alerte chimique va bientôt retentir. Le jour n'est pas encore levé qu'une autre équipe est appelée pour une intervention sur le périphérique. Un boulevard emprunté chaque jour par 100 000 véhicules qui se retrouvent paralysés par un accident très particulier. Un camion-citerne transportant de l'acide sulfurique s'est renversé sur le bas-côté. Pas de risque d'explosion, mais la crainte des pompiers, c'est que le liquide s'échappe. L'accident s'est produit à seulement 200 mètres du Rhône. Une éventuelle fuite pourrait provoquer une grave pollution dans toute la région. Aux commandes, le capitaine Cédric Lachaise. On voit la fuite? Pour l'instant, non. Au niveau odeur? Ouais, on l'a eu un petit peu au début. Ouais. Un binôme de pompiers est envoyé pour dresser un premier bilan. Ils sont équipés d'appareils respiratoires. Les inhalations prolongées de cet acide peuvent être mortelles. Et voici ce qu'ils découvrent. Les 28 000 litres contenus dans la citerne ont commencé à se déverser dans le fossé. Et ils sont là, ils arrivent. Les nouvelles transmises par le binôme ne sont pas rassurantes. Le trou dans la cuve est inaccessible. La fuite, elle est sur la citerne qui est, on va dire, grosse comme ça. En gros, elle est à ce niveau-là, contre le talus. C'est la citerne qui est éventrée ou C'est la citerne, en plein. Un truc comme ça dans la citerne. Par terre, ça a créé une rigole, c'est en train de couler. On dirait qu'il doit y avoir une bouche d'égout, je pense. Ouais. Ça doit couler comme ça, à plein pot dans la bouche d'égout. Le Rhône, situé en contrebas, risque d'être durablement pollué par cet acide. Donc c'est un acide assez dangereux, l'acide sulfurique, concentré à 96% qui s'écoule dans le bas-côté. Tout le périmètre est interdit d'accès. 1 heure après l'accident, le chauffeur routier est encore sous le choc. C'est un miraculé. J'ai évité un accident.
C'est-à-dire je donnais un coup de volant pour éviter la 206 et j'ai pris la glissière avec le ballon. Je suis parti. C'est parti. Et vous avez rien eu? Les pompiers n'ont pas le matériel nécessaire pour pomper l'acide sulfurique. Extrêmement corrosif, ils rongeraient leur équipement. Ils ont donc demandé le renfort d'une entreprise spécialisée dans le dépannage de camions de transport de produits chimiques. Ces hommes en scaphandre vont réaliser une opération très délicate. Transférer le contenu de la cuve éventrée vers un autre camion-citerne. On appelle cela le dépotage. Pour faire le dépotage. À la louche. Quand on s'installe, on peut 40 minutes. Après 40 minutes de pompage, opération terminée. Dans quelques minutes, le périphérique sera rouvert à la circulation. Succès également pour la deuxième équipe, à quelques kilomètres de là. Retour à Saint-Genis-Laval. En ce milieu de matinée, l'incendie de l'imprimerie est désormais totalement éteint. Seule une équipe réduite restera en veille pour surveiller les reprises de feu. Fin de mission pour les hommes de première ligne, comme Vincent, qui a combattu toute la nuit. Malgré la fatigue, il faut déjà reconditionner tout le matériel et se tenir prêt à repartir. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir évoluer dans des milieux hostiles, dans des milieux viciés. C'est un mélange d'oxygène et d'azote, comme l'air ambiant tout autour de nous. Donc voilà, c'est notre meilleur ami. L'incendie d'usine était particulièrement dangereux. Vincent revient avec le soulagement de ne compter aucun blessé dans ses rangs. C'est avant tout un travail d'équipe. Donc voilà, sans ce travail d'équipe, il n'y a pas de pompiers quoi en fait. Parce que le copain qui est avec nous, c'est un peu notre ligne de vie quoi. Si aujourd'hui tout s'est passé sans encombre, c'est parce que Vincent et ses coéquipiers sont surentraînés. Les pompiers de Lyon possèdent leur propre centre de formation. En banlieue de la ville, ce camp d'entraînement unique en France. Une véritable ville dans la ville, recréée sur 10 hectares, avec ses bâtiments et ses véhicules factices. De quoi simuler toutes les situations qu'ils affrontent. Immeubles en feu, sites industriels, accidents de la route et scènes de carambolage. Une fois par mois, les soldats du feu de toute la région viennent y parfaire leur formation. Le maître des lieux, c'est l'adjudant Christophe Nadal, 20 ans de métier. C'est lui qui met en place les scénarios. Allez. Il y en a un qui se prépare pour la suite? Les exercices du jour, apprendre à survivre dans une usine, matérialisée par ce labyrinthe métallique, et dont une partie du toit va s'effondrer sur le pompier. Et là, il va entreprendre les gestes pour demander de l'aide au niveau de nos équipages qui sont à l'extérieur et lui trouver une solution et une position qui va augmenter son temps de survie potentiel. Au cas où le pompier en détresse ne trouve pas d'issue pour s'extirper du piège, l'instructeur a prévu un autre exercice. Une mission sauvetage. Il s'agit pour un petit groupe de retrouver un soldat du feu inanimé dans le sous-sol d'un immeuble en flammes. D'accord. Il suffit à l'adjudant d'appuyer sur un bouton pour déclencher le faux incendie. Romain pour Jay. C'est l'occasion pour les pompiers d'apprendre à utiliser la caméra thermique. Un petit bijou de technologie qui permet de se repérer dans un environnement entièrement envahi par la fumée. Le collègue blessé est symbolisé par ce mannequin de 90 kg. Ce jour-là, ils ont pu le retrouver en moins de 5 minutes et l'évacuer en toute sécurité. Il a pris un coup de chaud, mais il est sain et sauf. On retire les vestes et on débrief, d'accord? Chaque pompier du département vient s'entraîner ici une fois par mois. C'est grâce à ce centre d'entraînement unique et aux techniques de pointe qui y sont enseignées que les soldats du feu de Lyon n'ont perdu aucun collègue depuis 3 ans. Retour à Villeurbanne,
la caserne, au contact des quartiers sensibles. C'est encore un acte de délinquance qui va mettre en péril la vie de dizaines d'habitants et de pompiers et les nerfs de Michael Catoire à rude épreuve. C'est lui qui est venu à bout du feu de balcon il y a quelques jours. Ce matin, pour lui, c'est un début de garde un peu particulier. Pour l'ensemble, garde-vous. Repos, merci. Les responsables feuilles de garde, Cyril Bonnet, le responsable mess, Damien, N-mess, Florent. C'est l'heure de l'appel. Et pour le lieutenant Michael Catoire, le dernier d'une longue série à Villeurbanne. Après avoir passé plus de 4 ans dans cette caserne, le gradé rejoint l'unité de pompiers spécialisés dans les risques chimiques, les RCH, comme on les appelle ici. Alors pour sa dernière garde dans ces locaux, le protocole est un peu modifié. Lieutenant Catoire, sortez les hanches. Avec un grand plaisir, un grand honneur, je vous remets votre diplôme qui va vous permettre derrière d'aller vers le RCH3 dès lundi prochain. Repos, vous pouvez l'applaudir. Bon, t'as pas tiré comme ça Oui, Michael n'est pas muté très loin. Sa nouvelle caserne n'est qu'à 15 km au sud de Lyon. Ce qui n'empêche pas ce passionné, qui consacre presque toute sa vie à son métier, d'avoir un petit pincement au cœur. Voilà. On va dire c'est quelques émotions de partir de la caserne parce que du coup je quitte 100 pompiers que j'ai côtoyés pendant 4 ans et demi tous les jours. On va dire j'étais presque plus auprès d'eux qu'aux côtés de ma famille. Donc voilà, ça fait quelque chose au cœur. Après ce moment solennel, l'ambiance est à la détente. Chez les pompiers, les périodes d'accalmie sont rares, alors les hommes de Michael en profitent pour taquiner une dernière fois leur chef. Tu payes le café, les croissants et le repas de midi. Putain, mais il est bon. Les gâteaux à 16h. Les glaces à 17h. Écoutez, il est bon. Mais comme souvent, la pause est de courte durée. Nouvelle alerte. Le lieutenant n'a même pas le temps de payer sa tournée de café. Il faut partir au pas de course. Vous savez sur quoi vous partez là? Pas du tout. Non, on sait pas pour l'instant. On verra. C'est la surprise au standard en fait. Au standard, un telex vient de tomber avec des détails sur l'intervention. Et ça a l'air très sérieux. Non, on chauffe l'appartement. C'est de nouveau un incendie qui vient de se déclarer au centre de Villeurbanne, dans un immeuble de 9 étages. Il y aurait une quarantaine d'appartements et une bonne centaine d'habitants en danger. L'intervention s'annonce délicate, alors les sapeurs-pompiers ont engagé des moyens conséquents. Grande échelle, fourgon incendie, ambulance, au total, près d'une dizaine de véhicules. Apparemment, il y a eu de nombreux appels, il y a de la fumée qui remonterait depuis les étages inférieurs. Donc apparemment, pas mal de mouvements de panique, un début d'évacuation en cours. En seulement 5 minutes, Michael et ses hommes sont sur place. Restez pas au milieu, mesdames. Les premiers pompiers arrivés sur les lieux ont déjà commencé à faire évacuer le bâtiment. Une vingtaine d'habitants observent avec angoisse l'épaisse fumée noire qui s'échappe de la cage d'escalier. Ouais, mets-le à dispo au cas où quelqu'un en a besoin. Michael prend la tête des opérations avec 2 objectifs. Repérer la cause de cette épaisse fumée et secourir les habitants qui sont encore coincés dans leurs appartements. Pour sa dernière mission à la caserne de Villeurbanne, le lieutenant aimerait que tout le monde ressorte sain et sauf. Est-ce que tu peux me préciser les matériaux qui brûlent à l'intérieur? Pour l'instant, pas de précision. Par contre, énormément de fumée s'est dégagée dans les communs, dans le hall et dans l'escalier. Énormément de fumée dans les communs. Ouais, pété Saint-Priest, ok, c'est bien reçu. D'après les premières informations, le feu aurait pris dans les sous-sols de l'immeuble. Alors, le lieutenant envoie immédiatement une première équipe pour localiser le foyer. Afin d'éviter tout risque d'électrocution, les sapeurs-pompiers vont couper le courant dans tout le bâtiment. C'est l'occasion d'appliquer les gestes qu'ils ont répétés au centre de formation. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un entraînement, alors ils sont sous pression.
En attendant que ces hommes localisent l'incendie, Michael lance une autre équipe à la recherche des habitants, encore calfeutrés chez eux. Notre priorité maintenant, c'est de voir est-ce qu'il y a des logements qui ont été impactés par les fumées, parce qu'actuellement, on a fait des mesures de confinement et pas d'évacuation. Voilà. Pour le moment, après, j'ai pas plus d'éléments là-dessus. Il demande un binôme avec 2 cagoules pour évacuer au 7e. Est-ce qu'il vous en reste ou pas? Non. Il en reste une ou pas? Non. Sinon, j'en ai un à disposition. Plusieurs personnes viennent d'être repérées au 7e étage. Si elles respirent ces épaisses fumées noires, elles risquent l'asphyxie en quelques minutes. Michael le sait, ces fumées toxiques sont souvent bien plus mortelles que les flammes. À l'intérieur de cet appartement, une mère et ses 2 petites filles, totalement désemparées. Ça va? Donc, on vous a mis au courant, en fait, c'est un feu au N-2. Ok? Voilà. Donc, la cage d'escalier reste encore un petit peu enfumée. Donc, c'est pour ça qu'on vous descend avec ça. D'accord? Pour les sortir de l'immeuble en toute sécurité, les pompiers utilisent ce qu'on appelle une cagoule de fuite. Ce drôle de sac plastique jaune, relié à la bouteille d'air comprimé d'un pompier. Vous n'êtes pas claustrophobe? Ok, bon, tu descends. 7 étages à pied. 2 petites minutes de descente. Mais un très long moment pour ces 2 fillettes et leur maman. Avant la délivrance. Si les 2 petites filles ne semblent pas impressionnées par cette évacuation rocambolesque, ce n'est pas le cas des autres habitants. Cette femme est restée enfermée dans son appartement, la peur au ventre, pendant plus d'1 heure, sans vraiment comprendre ce qui se passait. Elle est encore sous le choc. Ça va, madame? Venez avec moi. Venez avec moi. Venez avec moi. Le monsieur qui vous dirait bien merci. Oui, vous inquiétez pas. C'était là, donc là, l'idée, vous pouvez pas On est descendu et moi j'avais très peur parce que je suis claustrophobe et j'étais enfermée dans un casque. Alors j'ai dit aux pompiers, je me sens pas bien, j'ai peur d'être enfermée. Alors il m'a dit vous inquiétez pas. Il m'a rassurée, il m'a tenue par la main. On est arrivé en bas, j'ai dit je me sens bien là. Mais il m'a dit oui, mais faut pas continuer à vous sentir bien, faut sortir maintenant. Un bus réquisitionné par la préfecture vient d'arriver. Les habitants de l'immeuble peuvent y reprendre leurs esprits. Ils sont presque tous sains et saufs. Seul un homme a été légèrement intoxiqué par les fumées, mais ses jours ne sont pas en danger. On va vous aider? Attendez, c'est l'oxygène. C'est le gardien de l'immeuble. Il était dans les sous-sols lorsque l'incendie s'est déclaré. C'est lui qui a donné l'alerte. On était au bureau avec ma responsable. On était en train de discuter, puis on devait descendre en bas pour que je vous fasse voir tout ce qui est technique en bas. Et puis on a entendu un gros boom, on est vite remonté. Moi, j'étais parti sur 30, je pense que c'est moins. Dans les sous-sols, les hommes de Michael sont venus à bout de l'incendie. Il va enfin comprendre l'origine des fumées. C'est un scooter qui a pris feu. Les pompiers suspectent un acte criminel, mais ce sera aux policiers de déterminer les causes exactes. Les habitants ont eu beaucoup de chance. Grâce à l'intervention rapide des pompiers, un drame a encore une fois été évité. C'est un scooter isolé, le risque ça aurait été que ce feu en fait se propage à d'autres voitures et que du coup ça ait fait un effet domino. Là ça devient plus compliqué après, quand on est sur de l'ordre de 2-3 voitures, en termes de rayonnement thermique ça va être compliqué en fait. Pour Michael, cette dernière intervention se termine par un succès. Bon merci David, tu me fais... Il sait qu'il quitte une équipe rodée à ce type de feu urbain. Une équipe soudée, comme les 5700 pompiers civils de Lyon.